Je me suis réveillé le 15 octobre avec ce nœud familier dans l'estomac. 61 ans aujourd'hui. Je suis resté allongé un moment, fixant le plafond, me demandant si cette année serait différente. Peut-être que Michael se souviendrait. Peut-être qu'il appellerait au comme il le faisait quand il était petit, faisant irruption dans ma chambre avec des cartes faites maison et des sourires tordus. Le silence s'est prolongé. Pas d'appel téléphonique, pas de texto, rien. J'ai préparé mon café dans la cuisine de mon petit appartement, la même routine que j'avais suivie ces 3 dernières années depuis la mort d'Harold. Les nouvelles du matin parlaient de la circulation et de la météo, mais je n'écoutais pas vraiment. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à mon téléphone, le suppliant de sonner. À midi, je ne pouvais plus faire semblant. Michael avait encore oublié. Ce n'était pas seulement Michael, cependant. C'était tout le monde. Ma sœur Linda, qui vivait à 2 heures de route, mais qui aurait aussi bien pu être sur une autre planète. Mes anciens collègues du bureau d'assurance où j'avais passé 35 ans à classer des sinistrés et à répondre au téléphone. Même Madame Peterson d'à côté qui me préparait des biscuits à chaque anniversaire quand Harold était en vie. Je me suis assise à ma table de cuisine, fixant la seule carte d'anniversaire que j'avais reçue de mon cabinet dentaire. Une carte générique avec une dent de dessin animé portant un chapeau de fête. « Ayez un sourire éclatant en ce jour spécial », disait-elle. J'ai failli rire, mais ça ressemblait plus à un sanglot. L'après-midi a traîné. J'ai essayé de m'occuper, de réorganiser mon placard, de dépoussiérer des étagères qui n'en avaient pas besoin. Chaque heure qui passait sans reconnaissance ressemblait à une autre couche d'invisibilité qui s'installait sur moi. Était-ce à cela que ressemblerait le reste de ma vie ? Flottant à travers des jours qui n'avaient d'importance pour personne d'autre que moi. Vers 16 heures, j'ai décidé de me rendre chez Michael. Peut-être qu'il était juste occupé. Peut-être qu'Addison avait prévu quelque chose. Peut-être que j'étais dramatique. Leur maison se trouvait dans l'un de ces nouveaux lotissements où chaque pelouse semblait identique et où chaque allée avait 2 VUS. Je les avais aidés avec la compte il y a 3 ans, puisant dans les économies qu'Harold et moi avions constituées ensemble. C'est pour la famille, m'étais-je dit alors. C'est ce que font les mères. J'ai frappé à la porte d'entrée, tenant un petit sac cadeau avec un livre que j'avais choisi pour mon petit-fils, Tyler. À 8 ans, il commençait à lire des romans, et je me suis souvenu à quel point Michael avait aimé les histoires d'aventure à cet âge. Addison a ouvert la porte, toujours en tenue de yoga, même s'il était tard dans l'après-midi. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval parfaite, et elle avait cette expression légèrement agacée qu'elle portait toujours quand j'arrivais à l'improviste. « Oh, Diane. Salut. » Elle n'a pas bougé pour me laisser entrer. « Salut, ma chérie. » J'étais juste dans le quartier et j'ai pensé m'arrêter. Est-ce que Michael est à la maison? Il est au travail. Il ne rentrera pas avant 19 heures. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule comme si elle espérait que quelqu'un la sauverait de cette conversation. Ce n'est pas grave. J'ai apporté quelque chose pour Tyler. J'ai brandi le sac cadeau. Il est à l'entraînement de football. Addison a changé de pied. Aviez-vous besoin de quelque chose? Quelque chose dont j'avais besoin. Comme de la reconnaissance? Comme un souvenir? Comme d'avoir de l'importance pour ma propre famille? Non, rien d'urgent. Je voulais juste dire bonjour. Nous sommes restés là dans un silence gêné. Derrière elle, je pouvais voir leur salon impeccable avec ses meubles blancs et ses coussins soigneusement disposés. Tout semblait appartenir à un magazine. Même leurs photos de famille étaient parfaitement mises en scène, des clichés professionnels où tout le monde souriait exactement au bon angle. Eh bien, je devrais vous laisser retourner à votre journée, ai-je dit finalement. D'accord, je dirai à Michael que vous êtes passé. Elle était déjà en train de fermer la porte. Je suis retourné à ma voiture lentement, me sentant plus petite à chaque pas. Dans le rétroviseur, j'ai vu leur maison disparaître alors que je m'éloignais. Une si belle maison, une famille si parfaite. Et d'une manière ou d'une autre, je n'y avais pas ma place. Ce soir-là, j'étais assise dans mon salon avec un petit gâteau de supermarché, une seule bougie vacillant dessus. Je l'avais acheté sur un coup de tête, me disant que c'était idiot, mais ayant besoin de quelque chose pour marquer le jour. Le glaçage à la vanille était trop sucré, mais j'ai quand même mangé une part. Mon téléphone a finalement sonné à 20h30. Le nom de Michael est apparu sur l'écran, et pendant un instant, mon cœur s'est soulevé.
Salut, maman. Addison a dit que tu es passé plus tôt. Oui. Je voulais juste voir comment tout le monde allait. C'est gentil. Et, je voulais te demander. Pourrais-tu garder Tyler samedi prochain? Addison et moi avons ce gala de charité et notre babysitter habituel a annulé. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, c'est pour ça qu'il appelait. Bien sûr, chérie. À quelle heure? Super. Vers 18h peut-être. On ne rentrera probablement pas avant minuit. Nous avons parlé encore quelques minutes de l'horaire de football de Tyler et du nouveau travail à temps partiel d'Addison dans une boutique du centre-ville. Une conversation familiale normale. Rien sur la date, rien sur l'importance d'aujourd'hui. Quand il a raccroché, je suis resté dans l'obscurité grandissante, les restes de mon gâteau d'anniversaire devenant rassis sur la table basse. 61 ans et j'avais l'impression de disparaître un peu plus chaque jour. Pas de mourir exactement, mais de m'effacer, de devenir un bruit de fond dans ma propre vie. J'ai regardé mon appartement, vraiment regardé. Le fauteuil de lecture d'Harold était toujours dans le coin, bien que je n'ai jamais eu le cœur de m'y asseoir. Notre photo de mariage était accrochée au mur, tous deux si jeunes et pleins d'espoir. Mon diplôme d'infirmière d'il y a 40 ans, encadré et légèrement de travers. C'était ma vie. Ces 4 murs et les souvenirs qu'ils contenaient. Et apparemment, rien de tout cela n'avait assez d'importance pour que quelqu'un se souvienne du jour de ma naissance. Les larmes sont venues alors, enfin. Pas les sanglots dramatiques que l'on voit dans les films, mais le genre calme et constant qui vous laisse vide après. J'ai pleuré pour l'anniversaire qui est passé inaperçu, pour les appels qui ne sont jamais venus, pour la certitude croissante que j'étais devenu un meuble dans la vie de ma propre famille. Mais quelque part dans ce vide, autre chose a commencé à remuer. Une petite flamme de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la tristesse, pas de l'apitoiement, mais de la colère. Une colère réelle et honnête d'être prise pour acquise, d'être invisible, d'accepter des miettes alors que je méritais une place à la table. Au moment où je me suis couché ce soir-là, la colère s'était transformée en quelque chose de plus calme mais de plus dangereux, une résolution, une décision se formant à l'arrière de mon esprit, encore trop fragile pour être examinée de près, mais se renforçant à chaque heure oubliée. Demain, je ferai quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Demain, j'arrêterai d'attendre que ma vie ait de l'importance pour les autres et je commencerai à lui en donner pour moi-même. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Michael quand il avait 7 ans, debout sur la pointe des pieds pour atteindre le comptoir de la cuisine, déterminé à me préparer le petit déjeuner au lit pour mon anniversaire. Il avait brûlé le pain grillé et renversé du jus d'orange sur tout le plateau, mais son sourire était si fier, si plein d'amour. Quand cela avait-il changé? Quand étais-je devenu quelqu'un qu'il n'appelait que lorsqu'il avait besoin d'un service? Le lendemain matin, j'étais assise à ma table de cuisine, mon ordinateur portable ouvert, fixant le site web de ma banque. Les chiffres semblaient surréalistes. Après l'assurance vie d'Harold, sa pension et nos modestes économies, j'avais 47 000 $ sur des comptes que je touchais rarement. C'était censé être mon filet de sécurité, mon fonds d'urgence, mon argent pour l'enterrement. Mais pourquoi est-ce que je l'économisais exactement? Un avenir où je continuerais à m'effacer dans l'arrière-plan de la vie de tout le monde. Je faisais défiler des sites de voyage depuis 1 heure, mon café refroidissant alors que je cliquais sur des images de cafés parisiens et de fontaines romaines. Les prix me serraient l'estomac. 3 semaines en Europe coûteraient près de 15 000 $. Pour quelqu'un qui avait collectionné des coupons toute sa vie d'adulte, qui achetait des marques génériques et faisait les soldes, cela semblait incroyablement extravagant. Mon téléphone a vibré. Un texto de Michael. Merci de garder Tyler samedi. Tu es une sauveuse. Une sauveuse. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. C'est ce que j'étais pour eux. Pas une personne avec ses propres rêves et désirs, mais une solution pratique à leurs problèmes. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé à la commode d'Harold, tirant le tiroir du bas où je gardais les papiers importants. Enfouis sous des documents d'assurance et des déclarations de revenus se trouvait une petite enveloppe que je n'avais pas ouverte depuis 3 ans. À l'intérieur se trouvaient les brochures de voyage qu'Harold et moi avions collectionnées pendant nos dernières années ensemble. Quand je prendrai ma retraite, disait-il en montrant des photos de la tour Eiffel et de la tour de Pise, on ira voir tout ce qu'on a manqué. Mais Harold est tombé malade avant de pouvoir prendre sa retraite. Un cancer du pancréas l'a emporté en 6 mois,
et tous nos plans soigneusement élaborés sont devenus des souvenirs que je gardais enfermés avec des cartes de sympathie et des programmes funéraires. J'ai étalé les brochures sur ma table de cuisine, leurs pages glacées montrant des couples de notre âge souriant devant des monuments européens. Harold avait encerclé des choses au stylo rouge, un cours de cuisine en Toscane, une croisière sur la Seine, une visite à pied du quartier gothique de Barcelone. La colère de la nuit dernière était toujours là, mais maintenant elle se mêlait à autre chose. Du chagrin, oui, mais aussi une étrange sorte de détermination. Harold était parti, mais pas moi. Pas encore. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à remplir des formulaires. Vol pour Paris, 28 octobre. Retour le 18 novembre, 3 semaines. Hôtel à Paris, Rome et Barcelone. Pas les endroits bon marché que je choisirais normalement, mais les hôtels de charme qu'Harold avait encerclés dans ses magazines de voyage. Mes mains tremblaient en entrant les informations de ma carte de crédit. 15 473 $. Plus d'argent que je n'en avais jamais dépensé pour quoi que ce soit, à l'exception des voitures et des factures médicales. Les emails de confirmation sont arrivés en quelques minutes. Carte d'embarquement, réservation d'hôtel, assurance voyage. Soudain, c'était réel. Dans 2 semaines, je serai dans un avion pour l'Europe, faisant quelque chose dont j'avais rêvé pendant 20 ans, mais que je n'avais jamais pensé avoir le courage de faire seul. La culpabilité m'a frappé immédiatement. Quel genre de personne égoïste dépense ses économies de toute une vie pour des vacances? Et si je tombais malade? Et si Michael avait besoin d'aide pour quelque chose? Et si Tyler avait besoin d'argent pour l'université un jour? Mais alors je me suis souvenu d'hier. Je me suis souvenu d'être assise seule avec un gâteau de supermarché, célébrant un anniversaire que personne d'autre n'avait pris la peine de reconnaître. Je me suis souvenu d'être traité comme un service de babysitting au lieu d'une grand-mère, comme une banque au lieu d'une mère. J'ai appelé Michael au travail, le cœur battant. Et, maman. Tout va bien? Tout va bien. Je voulais juste te faire savoir que je ne serai pas disponible pour garder les enfants pendant les prochaines semaines. Oh. Il y avait de la surprise dans sa voix. Tu pars quelque part? En Europe. Je pars mercredi prochain. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. En Europe? Seul? Oui. Maman. Ça semble. Je veux dire, tu es sûr que c'est prudent? À ton âge? À mon âge? Comme si 61 ans me rendait vieille et sans défense. Je vais bien m'en sortir, Michael. Mais la dépense, l'argent de l'assurance de papa était censé être pour les urgences. Voilà. La supposition que mon argent, mes décisions étaient en quelque sorte soumises à son approbation. C'est une urgence, ai-je dit doucement. Je suis en train de disparaître, Michael. Je deviens invisible dans ma propre vie, et si je ne fais rien maintenant, je ne le ferai jamais. Un autre long silence. Je ne comprends pas, bien sûr qu'il ne comprenait pas. Comment le pourrait-il? Il n'avait jamais eu à voir sa propre vie se rétrécir au bord de celle des autres. Tu n'as pas besoin de comprendre. Je voulais juste que tu saches que je serais parti. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine, fixant les emails de confirmation sur l'écran de mon ordinateur portable. Une partie de moi voulait tout annuler, retomber dans la routine sur de ma petite vie prévisible. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché des bagages. La semaine suivante s'est écoulée dans un tourbillon de préparatifs. J'ai acheté de nouveaux vêtements, ce que je n'avais pas fait pour moi depuis des années. Pas des choses pratiques des rayons des soldes des grands magasins, mais de belles pièces de boutique où je n'avais jamais osé entrer auparavant. Un pull en cachemire doux d'un bleu profond. Une paire de bottes en cuir qui coûtait plus que mon budget mensuel d'épicerie. Un manteau qui me faisait me sentir élégante au lieu d'invisible. Je me suis fait couper et colorer les cheveux dans un vrai salon au lieu de la chaîne discount que j'utilisais habituellement. La styliste, une jeune femme avec des mèches violettes dans les cheveux, a regardé la photo de mon permis de conduire et a secoué la tête. On va faire ressortir vos yeux, a-t-elle dit en séparant mes cheveux gris avec une précision professionnelle. Vous avez une belle structure osseuse. On a juste besoin de la mettre en valeur. Quand elle a tourné ma chaise vers le miroir, je me suis à peine reconnu. La femme qui me regardait avait des cheveux argentés qui attrapaient la lumière, des pommettes qui semblaient plus définies, des yeux qui avaient l'air vivants au lieu d'être résignés. Vous êtes magnifique, a dit la styliste.
Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Je n'ai pas parlé du voyage à beaucoup de gens. Madame Peterson d'à côté a accepté d'arroser mes plantes. J'ai fait retenir mon courrier. J'ai appelé le cabinet de mon médecin pour m'assurer que mes ordonnances étaient à jour. La veille de mon vol, j'ai soigneusement emballé mes nouveaux vêtements dans la valise que j'avais achetée. Pas le sac de sport que j'avais utilisé pour les voyages d'une nuit pour rendre visite à Linda, mais de vrais bagages avec des roulettes et des compartiments pour tout ce dont je pourrais avoir besoin. En pliant le pull en cachemire, mon téléphone a sonné. Michael à nouveau. Maman, j'ai réfléchi à ce voyage. Oui. Peut-être qu'Addison et moi pourrions venir te rendre visite pendant que tu es là-bas. En faire des vacances en famille. J'ai arrêté de plier. Même ça, même mon seul acte d'indépendance, et il voulait en faire une affaire de famille. Non, Michael. C'est quelque chose que je dois faire seul. Mais maman. J'ai 61 ans. J'ai passé les 40 dernières années à m'occuper des autres. C'est pour moi. Les mots me semblaient étrangers dans la bouche. Égoïste et étrange, mais aussi vrai. Je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Comme quoi? Comme une personne avec mes propres désirs et besoins. Comme quelqu'un qui compte. Je sais que tu ne comprends pas, ai-je dit. Mais peut-être qu'à mon retour, on pourra en parler. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, écoutant les sons familiers de mon appartement. Le réfrigérateur qui bourdonne, la télévision des voisins du dessus, les voitures qui passent dans la rue en bas. Des sons qui étaient devenus la bande sonore de ma solitude. Demain, j'entendrai des sons différents, des annonces d'aéroports, des moteurs à réaction et des langues que je ne comprenais pas. Je dormirai dans des lits où je n'avais jamais dormi auparavant. Manger des aliments que je n'avais jamais goûtés. Voir des sites dont je n'avais que rêvé. Pour la première fois depuis la mort d'Harold, je me sentais excité à l'idée de demain au lieu d'y être résigné. La rébellion avait commencé. La nourriture de l'avion était horrible. Mais je m'en fichais. J'étais assise à un siège côté hublot, regardant l'océan Atlantique s'étendre à l'infini en dessous. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment réveillé. L'homme âgé à côté de moi lisait un guide de conversation français, murmurant des prononciations sous son souffle. Quand il a remarqué que je le regardais, il a souri. Première fois à Paris, a-t-il demandé. Oui, première fois n'importe où, vraiment. Vous allez adorer. Ma femme et moi y sommes allés pour notre 50e anniversaire l'année dernière. Ça a changé toute notre perspective sur la vie. Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire, mais l'hôtesse de l'air passait avec les formulaires de douane, et le moment est passé. Pourtant, ces mots me sont restés alors que nous descendions à travers les nuages vers l'aéroport Charles de Gaulle. L'hôtel à Paris ne ressemblait à aucun endroit où j'étais jamais resté. Le hall avait des sols en marbre et des lustres en cristal, et le concierge me parlait dans un anglais accentué qui rendait même les directions banales élégantes. Ma chambre était au 4e étage avec de hautes fenêtres qui s'ouvraient sur une vue de rue bordée d'arbres et d'immeubles haussmanniens avec leurs balcons en fer distinctif. J'ai posé ma valise et je suis allé à la fenêtre. En dessous de moi, les Parisiens se déplaçaient avec détermination sur les trottoirs. Des femmes en manteaux ajustés promenaient de petits chiens. Des hommes en écharpe portaient des baguettes sous le bras. Tout le monde semblait appartenir exactement à l'endroit où il se trouvait. Pendant un instant, la vieille anxiété s'est insinuée. Qu'est-ce que je faisais ici? Je ne parlais pas français. Je ne savais pas comment quoi que ce soit fonctionnait. J'étais une veuve de 61 ans de l'Ohio qui n'avait aucune raison de prétendre pouvoir naviguer seule dans une ville étrangère. Mais alors je me suis souvenu de la voix de Michael au téléphone. À ton âge. Je me suis souvenu de l'expression impatiente d'Addison à la porte. Je me suis souvenu de mon gâteau d'anniversaire mangé seul dans le noir. J'ai défait mes nouveaux vêtements, les suspendant soigneusement dans l'armoire ornée. Le pull en cachemire avait l'air différent ici, plus sophistiqué en quelque sorte. Les bottes en cuir semblaient prêtes pour des aventures que je n'avais jamais osé imaginer. Ce premier soir, je me suis rendu dans un petit bistrot que le concierge avait recommandé. L'hôtesse m'a placé à une minuscule table près de la fenêtre, et j'ai commandé la première chose du menu que je pouvais prononcer, coque au vin s'il vous plaît. Le vin est arrivé en premier, un verre de rouge qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais jamais eu à la maison. Il était terreux et complexe, et après 2 gorgées, j'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois depuis des mois. Quand la nourriture est arrivée, c'était une révélation.
Le poulet se détachait de l'os, et la sauce était riche en vin et en herbes qui ont fait vivre toute ma bouche. J'ai mangé lentement, regardant les gens passer dans la rue à l'extérieur. Un couple se disputait passionnément en français rapide, leurs mains gesticulant sauvagement. Deux adolescentes partageaient une cigarette et riaient de quelque chose sur l'un de leurs téléphones. Une femme âgée est passée avec un petit chariot plein de courses, saluant poliment les gens qu'elle croisait. Personne ne me regardait avec pitié ou impatience. Personne n'attendait rien de moi. J'étais simplement une femme qui dînait, invisible de la meilleure façon possible. Au cours des jours suivants, je suis tombé dans un rythme que je n'avais jamais connu auparavant. Je me réveillais quand mon corps le voulait, non pas parce qu'une alarme l'exigeait. Je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse du jardin de l'hôtel, où le café était fort et les croissants émiettaient du beurre sur mes doigts. Je marchais pendant des heures dans des quartiers dont je ne pouvais pas prononcer le nom, me perdant et retrouvant mon chemin. Dans le quartier du Marais, j'ai découvert des boutiques vintage vendant des vêtements de décennies passées. La propriétaire d'une boutique, une femme de mon âge avec des cheveux argentés coupés au carré, m'a aidé à essayer un foulard Hermès vintage. Très belle, a-t-elle dit en l'ajustant autour de mon cou. Très belle. Je me suis regardé dans son miroir antique. Le foulard était en soie imprimé de chevaux et de calèches dans des verres et des ors profonds. Il coûtait plus que ce que je dépensais habituellement en vêtements en 6 mois, mais quand j'ai vu mon reflet, je me suis à peine reconnu. La femme qui me regardait avait du style, de la confiance, de la présence. J'ai acheté le foulard. Au musée d'Orsay, je me suis tenu devant les tableaux de Renoir de femmes, frappé par la façon dont elles rayonnaient de vie et de chaleur. Ce n'étaient pas des jeunes femmes, pour la plupart. Elles avaient des rides autour des yeux, des silhouettes plus pleines, le genre de vraie beauté qui vient du fait de vivre pleinement dans sa propre peau. Quand avais-je cessé de croire que je méritais de prendre de la place dans le monde? J'ai commencé à prendre des photos, pas seulement de monuments célèbres, mais de moments ordinaires qui attiraient mon attention. Un vieil homme nourrissant des pigeons dans les jardins du Luxembourg. Une femme de mon âge assise seule à un café lisant un livre et ayant l'air parfaitement contente. Une mère apprenant à sa fille à faire du vélo le long de la Seine, toutes deux riant lorsque la petite fille vacillait. Chaque nuit, je téléchargeais quelques photos sur Facebook. Pas beaucoup. Et avec des légendes simples. Café du matin à Paris. J'ai trouvé ce magnifique foulard aujourd'hui. La lumière ici est incroyable. Je n'essayais de rendre personne jaloux. Je documentais juste cette nouvelle version de moi-même. Cette femme qui apprenait à exister pour son propre plaisir au lieu de la commodité de tout le monde. Les réponses m'ont surprise. D'anciens collègues dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années ont laissé des commentaires encourageants. Madame Peterson a écrit « Vous avez l'air si heureuse, ma chère ». Même certains amis de Michael du lycée, des gens que je connaissais à peine, ont commencé à suivre mon voyage avec un intérêt sincère. Mais rien de Michael, rien d'Addison. À Rome, je suis resté près de la place d'Espagne dans un hôtel de charme avec une terrasse sur le toit. Je me réveillais chaque matin au son des cloches d'église et du bruit des scooters sur les rues pavées. Je mangeais de la glace pour le petit déjeuner parce que je le pouvais. J'ai acheté des gants en cuir à un vendeur de rue qui a flirté avec moi dans un anglais approximatif et m'a fait rire. À la fontaine de Trévi, j'ai fait un vœu et j'ai jeté ma pièce comme tous les autres touristes. Mais mon vœu n'était pas pour l'amour, l'argent ou la santé. Je souhaitais avoir le courage de continuer à être cette version de moi-même. Quand je rentrerai à la maison. Je me suis inscrite à un cours de cuisine à Trastevere où j'ai appris à faire des pâtes fraîches avec une femme nommée Rosa qui avait probablement mon âge mais semblait sans âge dans sa confiance et sa joie. Elle nous a appris, à nous 6, comment rouler du bout des doigts, comment plier les raviolis pour que la farce reste à l'intérieur, comment tout synchroniser pour que les pâtes soient parfaites et la sauce prête. La cuisine, c'est de l'amour, a dit Rosa dans son anglais accentué. Mais d'abord, il faut s'aimer assez pour bien se nourrir. Les autres élèves étaient principalement des couples, certains en lune de miel, d'autres célébrant des anniversaires. Au début, je me sentais mal à l'aise d'être la seule personne seule, la seule sans personne avec qui partager l'expérience. Mais au fil de la soirée, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas seule. J'étais indépendante. Il y avait une différence. Lorsque nous nous sommes assis pour manger ce que nous avions préparé, Rosa a versé du vin à tout le monde et a levé son verre. Aux nouveaux amis, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux, et aux femmes qui sont assez courageuses pour cuisiner pour elles-mêmes. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, mais ce n'étaient pas des larmes tristes.
C'était le genre de larmes qui viennent quand quelqu'un vous voit vraiment, et reconnaît votre valeur. Cette nuit-là, j'ai posté une photo de mes raviolis faits maison, dorés et parfaits, sur une assiette blanche. La légende disait, j'apprends que je suis une bonne compagnie pour moi-même. Les réponses ont afflué immédiatement. Des femmes de mon âge et plus âgées partageant leurs propres histoires de redécouverte d'elles-mêmes après des années à mettre tout le monde en premier. Des veuves qui avaient appris à voyager seules. Des divorcés qui avaient commencé de nouvelles carrières à 60 ans. Des mères dont les enfants avaient déménagé et qui découvraient qui elles étaient au-delà de leur rôle de soignante. Je suis resté debout tard à lire leurs commentaires, me sentant faire partie d'une sororité que je n'avais jamais connue. Des femmes qui comprenaient ce que signifiait de devenir invisible dans sa propre vie et qui avaient trouvé le courage de se rendre à nouveau visibles. À Barcelone, j'ai loué un petit appartement dans le quartier gothique au lieu de séjourner dans un hôtel. Je voulais prétendre, juste pour une semaine, que c'était ma vraie vie, que j'étais le genre de femme qui faisait ses courses sur les marchés locaux et parlait un espagnol approximatif à des vendeurs qui souriaient à mes tentatives. J'achetais des fleurs fraîches tous les matins à la même femme âgée du marché. Elle a commencé à me reconnaître, me gardant les plus belles fleurs et m'apprenant les mots espagnols pour chaque type. Rosa, clavel, girasol. Je dînais tard, comme les locaux, assise à des tables en plein air sous des guirlandes lumineuses, regardant des artistes de rue et écoutant des langues que je ne comprenais pas, mais que je sentais en quelque sorte dans mes os. J'ai acheté une robe de flamenco dans une boutique près de la cathédrale, rouge et dramatique et complètement impraticable pour ma vie à la maison. Mais c'était peut-être ça le but. Peut-être que j'apprenais que ma vie à la maison n'avait pas à être la même qu'avant. Lors de ma dernière nuit à Barcelone, j'ai porté la robe de flamenco pour dîner dans un petit restaurant que le propriétaire de l'appartement avait recommandé. Le serveur, un homme de l'âge de mon fils, m'a complimenté en espagnol et en anglais. « Vous êtes belle, Sonora, comme une vraie femme de Barcelone. » Je me sentais belle. Plus que ça, je me sentais vivante d'une manière que j'avais oubliée possible. En rentrant à l'appartement dans des rues éclairées par des lampes ambrées, mon téléphone a vibré avec une notification. Quelqu'un m'avait identifié dans un commentaire sur l'une de mes photos. J'ai regardé l'écran et j'ai senti ma nouvelle confiance vaciller. C'était Addison, et ce qu'elle avait écrit m'a fait tomber l'estomac aux chaussures. Je suis resté figé dans une rue pavée de Barcelone. La robe de flamenco qui m'avait fait me sentir si belle me semblait soudain un costume. La lueur de l'écran de mon téléphone semblait trop vive sous la lumière ambrée des lampadaires, alors que je lisais et relisais le commentaire d'Addison. Sympa de te voir t'éclater en Europe, Diane, mais pense peut-être à ta famille restée à la maison. Michael a du mal avec l'hypothèque et Tyler a besoin de nouveaux crampons de football, mais je suppose que ça n'a pas d'importance quand tu es occupé à jouer les touristes. J'espère que les hôtels de luxe et les dîners chers en valent la peine. Au fait, quand comptes-tu nous rembourser le loyer que tu dois ? Mes mains se sont mises à trembler. L'air chaud espagnol qui m'avait semblé si magique quelques instants auparavant me semblait maintenant suffocant. Je me suis appuyé contre un mur de pierre, essayant de digérer ce que je venais de lire. Le loyer que je dois. Quel loyer ? Le post sur lequel elle avait commenté était assez innocent. Une photo de ma paella du dîner. Le riz doré brillant de fruits de mer et de safran. J'avais simplement légendé, dernière nuit à Barcelone. Reconnaissante pour cette expérience incroyable. Mais maintenant, grâce aux commentaires publics d'Addison, quiconque le voyait penserait que j'étais une femme égoïste qui se pavanait en Europe pendant que sa famille souffrait financièrement. Pire encore, il penserait que je devais de l'argent à Michael et que je refusais de le rembourser. J'ai fait défiler les réponses qui avaient déjà commencé à apparaître. La plupart provenaient de personnes que je connaissais à peine. Des amis de Michael et d'Addison qui n'avaient qu'une seule version de l'histoire. Waouh, c'est assez froid, Diane. Peut-être que la famille devrait passer avant les vacances. Je n'aurais jamais abandonné mes enfants comme ça. Chaque commentaire ressemblait à une gifle. Je voulais répondre, me défendre, expliquer que je n'avais jamais emprunté d'argent à Michael, que j'étais celle qui les aidait financièrement depuis des années. Mais je savais aussi que m'engager ne ferait qu'empirer les choses, le transformerait en une dispute familiale publique qui humilierait tout le monde. Mon téléphone a vibré avec un message direct de quelqu'un nommé Jennifer Walsh. Je ne reconnaissais pas le nom, mais sa photo de profil montrait une femme de mon âge avec des yeux bienveillants. Salut Diane, je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai suivi votre aventure européenne grâce au partage d'amis communs. Ce commentaire de votre belle-fille était complètement inapproprié et injuste.
J'ai été à votre place. Des membres de la famille qui s'attendent à ce que vous financiez leur style de vie tout en vous traitant comme une ordure. Ne la laissez pas vous voler votre joie. Vous méritez ce voyage et bien plus encore. Le message m'a fait monter les larmes aux yeux. Une parfaite inconnue pouvait voir la situation plus clairement que ma propre famille. J'ai parcouru le reste du chemin jusqu'à mon appartement dans un état second. Les rues qui m'avaient charmé toute la semaine me semblaient maintenant étrangères et solitaires. J'ai monté les escaliers étroits jusqu'à ma maison temporaire, mes talons résonnant dans la cage d'escalier. À l'intérieur, je me suis versé un verre du vin que j'avais acheté au marché local et je me suis assise à la petite table du balcon donnant sur le quartier gothique. Les bâtiments médiévaux qui m'avaient semblé si romantiques plus tôt me semblaient maintenant d'anciens témoins de mon humiliation. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper une réponse aux commentaires d'Addison, puis je l'ai supprimé. J'ai recommencé, puis j'ai supprimé à nouveau. Que pouvais-je dire qui ne ferait pas empirer les choses? Au lieu de cela, j'ai appelé Michael. Il était tôt le soir dans l'Ohio, et il a répondu à la deuxième sonnerie. « Maman, comment se passe le voyage ?» Sa voix semblait normale, amicale, même, comme si sa femme ne m'avait pas publiquement attaqué une heure plus tôt. « Michael, on doit parler du commentaire d'Addison. » Une pause. « Quel commentaire ?» Celui qu'elle vient de poster sur mon Facebook à propos du loyer que je te dois soi-disant. Une autre pause, plus longue cette fois. Oh, ça. Quel loyer, Michael? Je ne t'ai jamais emprunté d'argent de ma vie. Eh bien, pas emprunté exactement. Sa voix s'est éteinte. Alors quoi exactement? Je l'ai entendu soupirer et en arrière-plan, j'ai entendu la voix d'Addison dire quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. On a juste eu quelques difficultés financières. L'hypothèque est plus élevée que ce qu'on pensait et Addison a dû réduire ses heures à la boutique. On espérait en quelque sorte que tu pourrais nous aider, comme tu l'as fait avant. Comme je l'ai fait avant. Voilà. L'attente qui planait entre nous depuis des années. Non dite mais toujours présente. Alors, parce que je ne t'ai pas proposé de te donner de l'argent dernièrement, Addison a décidé de me faire honte publiquement à ce sujet. Elle est juste stressée, maman. L'argent a été serré. L'argent a été serré pour moi aussi, Michael. Sais-tu comment je paie ce voyage? Avec l'argent que ton père et moi avons économisé pendant 30 ans. De l'argent que j'avais peur de dépenser parce que je pensais que j'en aurais besoin pour des urgences ou pour aider ma famille si elle en avait besoin. Mais on en a besoin. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous. Pas d'excuse pour l'attaque publique d'Addison. Pas de reconnaissance que ce qu'elle avait fait était mal. Juste la simple déclaration qu'ils avaient besoin de mon argent, comme si cela justifiait tout. Michael, je t'ai aidé avec ton acompte. J'ai aidé avec les factures médicales de Tyler quand il s'est cassé le bras. J'ai gardé les enfants d'innombrables fois pour que toi et Addison puissiez sortir. Je n'ai jamais rien demandé en retour, sauf d'être traité avec un respect élémentaire. Je sais, maman, et on apprécie. Vraiment? Parce que ta femme vient de dire à tout le monde sur Facebook que je suis égoïste et irresponsable de dépenser mon propre argent pour moi-même. Je pouvais les entendre parler en arrière-plan, leur voix tendue et urgente. Elle est prête à supprimer le commentaire, a finalement dit Michael. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'elle s'est sentie en droit de le poster en premier lieu. Écoute, maman, peut-être que ce voyage n'était pas le meilleur moment avec tout ce qui se passe. J'ai senti quelque chose en moi se briser. Qu'est-ce qui se passe exactement, Michael? Vous avez des emplois. Vous avez une maison. Vous avez une famille en bonne santé. Ce que vous n'avez pas, c'est une mère qui est prête à sacrifier son propre bonheur pour subventionner votre style de vie. Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu. Mais je ne les ai pas repris. Maman, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que ta femme m'attaque publiquement parce que j'ai osé dépenser mon propre argent pour moi-même au lieu de te le donner. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. C'était de la colère. Une colère pure et nette d'être traité comme un distributeur automatique au lieu d'une personne, d'avoir ma joie dans cette belle expérience empoisonnée par leur cupidité et leur sentiment de droit. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le commentaire d'Addison, maintenant avec encore plus de réponses de personnes me jugeant sur la base d'informations incomplètes. L'injustice de tout cela me brûlait la poitrine.
Puis j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle n'avait pas seulement commenté ce post. Elle était retournée dans tout mon album photo du voyage, laissant des commentaires passifs-agressifs sur plusieurs photos. Sur une photo de moi à la Tour Eiffel. Ça doit être sympa d'avoir ce genre de revenus disponibles. Certains d'entre nous ont des responsabilités. Sur une photo de ma chambre d'hôtel à Rome. Ça a l'air cher. J'espère que ça vaut la peine de laisser sa famille derrière. Sur une photo de moi au cours de cuisine. Apprendre à cuisiner pour une personne semble tout à fait approprié. Chaque commentaire était soigneusement conçu pour paraître inquiet ou humoristique tout en étant réellement cruel. Et le pire, c'est que les gens y répondaient, s'engageant dans son récit selon lequel j'étais une femme égoïste abandonnant sa famille pour des plaisirs futiles. Je me suis rassise sur ma chaise, nauséeuse. Elle avait systématiquement parcouru toute mon expérience européenne et avait essayé de l'empoisonner avec de la culpabilité et de la honte. Chaque beau moment que j'avais partagé, chaque petite joie que j'avais documentée, elle l'avait transformé en preuve de mon égoïsme. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Jennifer Walsh. J'ai vu les autres commentaires. Cette femme est toxique et ce qu'elle fait est de la violence psychologique. Vous n'avez rien fait de mal. Ne la laissez pas vous voler cette expérience. Puis un autre message d'une femme nommée Suzanne. Ma belle-fille m'a fait quelque chose de similaire l'année dernière. M'a fait me sentir coupable pour chaque centime que je dépensais pour moi-même alors qu'elle s'attendait à ce que je finance leur style de vie. Fixer des limites a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais ça a sauvé ma santé mentale. Puis un autre. Diane, je ne vous connais pas, mais j'ai suivi votre voyage grâce au partage d'un ami. Vous avez l'air plus heureuse sur ces photos que la plupart des gens ne le sont dans toute leur vie. Ne laissez personne vous enlever ça. Les messages continuaient d'arriver. Des femmes qui comprenaient, qui avaient été dans des situations similaires, qui reconnaissaient la manipulation pour ce qu'elle était. Lentement, le nœud dans mon estomac a commencé à se desserrer. J'ai regardé une dernière fois le quartier gothique, les pierres anciennes qui avaient été témoins de siècles de drames humains. Le matin, je prendrai l'avion pour l'Ohio, pour mon petit appartement et ma vie tranquille. Mais quelque chose de fondamental avait changé en moi au cours de ces 3 semaines. Je m'étais souvenu de qui j'étais sous tous les rôles que j'avais joués pour les autres. J'avais goûté à la liberté, à la joie et à l'indépendance, et je n'allais pas y renoncer sans me battre. J'ai fermé mon ordinateur portable sans répondre à aucun des commentaires d'Addison. Quel est son moment de petite victoire? Quand je rentrerai à la maison, nous aurons une conversation très différente. Pour la première fois depuis que j'ai lu son commentaire, j'ai souri. Addison n'avait aucune idée de ce qu'elle avait réveillé en moi. Elle était sur le point de le découvrir. Le vol de retour a semblé remonter le temps. Chaque kilomètre plus près de l'Ohio enlevait une autre couche de la confiance que j'avais bâtie en 3 semaines. Au moment où nous sommes descendus à travers les nuages gris de novembre vers Cleveland, j'ai eu l'impression de remettre un vieux manteau qui ne m'allait plus. Mais quelque chose était différent cette fois. La femme qui était partie pour l'Europe aurait pu retomber dans ses anciens schémas d'accommodement et de silence. La femme qui revenait avait goûté à quelque chose de tout à fait différent. J'ai pris un taxi pour rentrer au lieu d'appeler Michael pour qu'il vienne me chercher. C'était un petit acte d'indépendance, mais il semblait significatif. En traversant les banlieues familières, tout semblait plus petit en quelque sorte. Les centres commerciaux et les chaînes de restaurants qui avaient autrefois défini ma géographie semblaient maintenant limitées, prévisibles. Mon appartement ressemblait à un musée de mon ancienne vie. Le fauteuil d'Harold était toujours dans le coin. Les coussins étaient exactement là où je les avais laissés. Même la pile de courrier que Madame Peterson avait placée sur mon comptoir de cuisine semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Des factures et des publicités adressées à une femme qui ressemblait maintenant à une étrangère. J'étais à la maison depuis moins d'1 heure quand mon téléphone a sonné. Le nom de Michael sur l'écran. Maman, tu es de retour. Je viens d'arriver. Bien. Bien. On doit parler. Il y avait quelque chose dans sa voix que je ne pouvais pas identifier. Pas le droit décontracté de notre dernière conversation, mais quelque chose de plus urgent. Je crois que oui. Peux-tu passer ce soir? J'ai regardé mon appartement, la valise que je n'avais même pas encore défaite, les reçus européens qui débordaient de mon sac à main. L'ancienne moi aurait dit oui immédiatement, se serait précipité pour résoudre le problème qui nécessitait mon attention immédiate. Demain, ai-je dit à la place.
J'ai besoin de ce soir pour m'installer. Mais maman. Demain, Michael. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Ce soir-là, j'ai défait mes valises lentement, manipulant chaque article comme un artefact d'une autre vie. Le pull en cachemire, les bottes en cuir, la robe de flamenco que j'avais portée à Barcelone. Je les ai soigneusement suspendus dans mon placard à côté des vêtements pratiques qui avaient défini ma garde-robe pendant des années. Le contraste était saisissant. Je me suis préparé un dîner simple et je me suis assise à ma table de cuisine, regardant les photos sur mon téléphone. 3 semaines de joie et de découverte, maintenant entachées par le poison d'Addison, mais pas détruites par lui. La femme sur ces photos était quelqu'un que je voulais être à nouveau, quelqu'un que j'étais déterminé à rester. Le lendemain matin a apporté une bruine régulière, le genre de temps gris de l'Ohio qui me faisait autrefois me sentir piégé à l'intérieur. Je me suis habillé avec soin, choisissant le pull en cachemire et de bonnes bottes. Si j'allais affronter ma famille, je voulais me sentir comme la femme qui avait navigué seule dans les villes européennes, pas celle qui avait passé des années à se rétrécir pour répondre à leurs besoins. La maison de Michael et Addison semblait la même de l'extérieur. Mais en m'approchant de la porte d'entrée, j'ai remarqué des choses que j'avais manquées auparavant. Les VUS coûteux dans l'allée. L'aménagement paysager professionnel, la couronne de créateur sur la porte qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais en épicerie en un mois. Cette fois, Michael a ouvert la porte lui-même. Il avait l'air fatigué, plus vieux en quelque sorte, avec des rides autour des yeux que je ne me souvenais pas avoir vus auparavant. Maman, entre. La maison semblait différente aussi. Plus tendue. Addison était assise à l'îlot de leur cuisine, son ordinateur portable ouvert. Les devoirs de Tyler étaient étalés autour d'elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré mais n'a pas souri. « Comment s'est passé ton voyage ?» a-t-elle demandé, son ton soigneusement neutre. Éducatif. Tyler était à la table de la cuisine, travaillant sur ce qui ressemblait à une feuille de calcul de mathématiques. Il a levé les yeux et m'a fait un petit signe de la main. « Salut, grand-mère Diane. Papa a dit que tu es allé en Espagne. »« En Espagne, en France et en Italie, » ai-je dit en m'asseyant à côté de lui. « Je t'ai apporté quelque chose. » J'ai sorti un petit paquet de mon sac à main, un maillot de football de Barcelone que j'avais trouvé dans une boutique près de la cathédrale. Les yeux de Tyler se sont illuminés en le dépliant. « Cool. Je peux l'essayer. »« Finis d'abord tes devoirs, » a dit sèchement Addison. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Le maquillage parfait, les vêtements de sport de créateur, la façon dont elle commandait l'espace comme si elle en était propriétaire, ce que j'ai réalisé qu'elle était. Cette maison, cette vie, cette dynamique familiale. Elle avait tout façonné. « Tyler, pourquoi n'irais-tu pas à l'étage faire tes devoirs ?» a suggéré Michael. « On doit parler à grand-mère de trucs de grand. » Après le départ de Tyler, nous sommes restés tous les trois en silence pendant un moment. J'ai attendu qu'il parle en premier. Alors, a finalement dit Addison, fermant son ordinateur portable avec un claquement décisif. On doit aborder certaines choses. Oui, en effet. Écoute, je sais que tu es contrarié par mes commentaires sur Facebook, mais tu dois comprendre notre position ici. J'ai gardé mon expression neutre. Quelle position est-ce? Michael s'est déplacé mal à l'aise sur sa chaise. Maman, les choses ont été vraiment difficiles depuis ton départ. Les heures d'Addison ont été réduites à la boutique. Et ma commission au concessionnaire a baissé. On est en retard sur l'hypothèque. Je vois. Et en quoi est-ce ma responsabilité? La question est restée en suspens dans l'air comme de la fumée. L'expression parfaitement composée d'Addison a vacillé un instant. Il ne s'agit pas de responsabilité, a-t-elle dit prudemment. Il s'agit de la famille qui est de la famille, tu sais, comme le font les familles. Comme le font les familles, ai-je répété lentement. Dis-moi, Addison, qu'as-tu fait exactement pour moi dernièrement? En tant que famille. Elle a cligné des yeux, clairement pas préparée à la question. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu n'arrêtes pas de parler de la famille qui est de la famille, alors je suis curieuse de savoir quelle aide tu m'as apporté. Eh bien, on t'inclut dans les fêtes. Vous m'incluez comme si j'étais une invitée au lieu de la mère de Michael. Michael a essayé d'intervenir. Maman, ce n'est pas, quand est-ce que l'un de vous m'a appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Pas pour demander de garder les enfants ou de l'aide pour quelque chose, mais juste pour prendre de mes nouvelles.
Aucun d'eux n'a répondu. Quand vous êtes-vous souvenu de mon anniversaire pour la dernière fois sans que j'aie à vous le rappeler? Le silence s'est prolongé. L'un de vous m'a-t-il déjà demandé ce que je veux, ce dont je rêve, ce dont j'ai besoin? Le sang-froid d'Addison se fissurait. Il ne s'agit pas de ce que tu veux, Diane. Il s'agit de faire ce qui est juste pour la famille. Quelle famille? Parce que de mon point de vue, il semble que je ne fasse pas réellement partie de votre famille. Je suis juste une ressource que vous utilisez quand vous avez besoin de quelque chose. Ce n'est pas vrai, a dit Michael. Mais sa voix manquait de conviction. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Laissez-moi vous partager quelque chose. Au cours des 5 dernières années, je vous ai donné 47 000 $. Aide à la compte, réparation de voiture, facture médicale de Tyler, ce prêt d'urgence quand votre climatisation a lâché. Leurs yeux se sont écarquillés. Je ne pense pas qu'ils aient jamais calculé le total. Au cours de ces mêmes 5 années, combien d'argent avez-vous dépensé pour moi? Et je ne parle pas de cadeaux d'anniversaire obligatoires. Je parle d'investir réellement dans mon bonheur ou mon bien-être. Aucun d'eux n'a parlé. La réponse est 0. Vous avez dépensé 0 $ pour moi, mais vous en avez pris 47 000. Et puis, quand je dépense enfin mon propre argent pour moi-même, vous m'avez fait honte publiquement. Le visage d'Addison rougissait maintenant. On ne t'a jamais demandé de tenir les comptes comme ça. On pensait que tu voulais aider. Je voulais aider parce que j'aime ma famille, mais il y a une différence entre aider et être utilisé. Utilisé? La voix de Michael s'est élevée. Maman, c'est une chose terrible à dire. Vraiment? Dis-moi. Que arriverait-il si j'avais besoin d'aide? Si je tombais malade ou si je ne pouvais plus m'occuper de moi-même, seriez-vous là pour moi comme je l'ai été pour vous? La question les a clairement mis mal à l'aise. Ils ont échangé un regard qui m'a tout dit. Bien sûr que nous le ferions, a dit Addison, mais ça sonnait répété. Le feriez-vous, ou serais-je un inconvénient? Un autre fardeau sur votre budget déjà serré? Maman, tu es injuste, a dit Michael. On se soucie de toi. Vous vous souciez de ce que je peux faire pour vous. Il y a une différence. Je me suis levé, lissant mon pull. Je veux vous montrer quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les photos de mon voyage. Pas celles que j'avais postées publiquement, mais les clichés que j'avais pris pour moi. Moi riant avec Rosa au cours de cuisine. Moi essayant le foulard vintage à Paris. Moi assise seule à un café à Barcelone, l'air vraiment contente. Voilà à quoi je ressemble quand je suis heureuse, ai-je dit en brandissant le téléphone. Quand m'avez-vous vu comme ça ici pour la dernière fois? Ils ont regardé les photos sans parler. J'ai découvert quelque chose d'important pendant ce voyage. J'ai découvert que je suis une bonne compagnie pour moi-même, que je peux prendre mes propres décisions et vivre ma propre vie et être parfaitement bien sans me soucier constamment des problèmes de tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? La voix d'Addison était vive maintenant, défensive. Je dis que l'ancien arrangement est terminé. Je ne suis plus votre fonds d'urgence. Je ne suis plus votre babysitter automatique. Je ne suis plus la personne sur qui vous pouvez compter pour résoudre vos problèmes pendant que vous ignorez mon existence. Michael avait l'air abattu. Maman, tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Je ne vous coupe pas les vivres. J'établis des limites. Si vous voulez une relation avec moi, elle doit être basée sur le respect mutuel et l'affection sincère, pas sur la commodité financière. Addison s'est levé brusquement. C'est ridicule. Tu es égoïste et dramatique. Je l'ai regardé pendant un long moment. Addison, tu as parcouru mes photos Facebook et laissé des commentaires méchants conçus pour me faire sentir coupable d'être heureuse. Tu as essayé de transformer ma joie en honte et tu me traites de dramatique. Son visage est devenu pâle. Je crois que tu devrais partir, a-t-elle dit doucement. C'est ce que je comptais faire. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Michael, si tu veux avoir une vraie relation avec ta mère, pas ton compte en banque, mais ta mère, tu sais où me trouver. Mais si tu choisis de prendre le parti de quelqu'un qui me traite avec un tel manque de respect, alors tu as fait ton choix. Je les ai laissés assis dans leur cuisine parfaite, dans leur maison parfaite, entourés de toutes les choses que mon argent les avait aidés à acheter. En rentrant à la maison dans l'après-midi gris, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. Le soulagement.
Pendant des années, j'avais eu peur que fixer des limites signifierait perdre ma famille. Maintenant, je réalisais que je ne les avais jamais vraiment eu à perdre. Mais j'avais autre chose maintenant. Je m'étais retrouvé. La guerre n'était pas finie. Mais la première bataille avait été gagnée. 3 semaines se sont écoulées en silence. Pas d'appel de Michael, pas de demande de babysitting, pas d'urgence nécessitant mon intervention financière immédiate. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone est resté silencieux. Et j'ai découvert que le silence n'était pas solitaire. Il était paisible. J'ai profité de ce temps pour redécorer mon appartement, non pas de manière drastique, mais de manière significative. J'ai déplacé le fauteuil d'Harold face à la fenêtre au lieu de la télévision, créant un coin lecture avec une bonne lumière. J'ai accroché les photos de mon voyage en Europe dans le couloir, créant une petite galerie de joie que je passais tous les jours. J'ai acheté des fleurs fraîches pour ma table de cuisine, comme je l'avais fait à Barcelone. Plus important encore, j'ai recommencé à cuisiner pour moi. De vrais repas, pas seulement des restes réchauffés ou des dîners au micro-ondes. J'ai préparé la recette de raviolis de Rosa, prenant mon temps à chaque étape, savourant le processus autant que le résultat. J'ai aussi commencé à dire non à des choses. Lorsque l'église a appelé pour me demander de coordonner la vente de pâtisseries des fêtes, j'ai poliment refusé. Lorsque ma voisine, Madame Peterson, a laissé entendre qu'elle aurait besoin d'aide pour ses achats de Noël, j'ai suggéré qu'elle engage l'un des adolescents de l'immeuble. Chaque « non » ressemblait à une petite libération. Un jeudi après-midi de début décembre, alors que j'emballais des cadeaux de Noël que j'avais réellement choisis avec soin au lieu de l'obligation, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Michael debout seul dans le couloir. Il portait ses vêtements de travail, mais sa cravate était desserrée et ses cheveux avaient l'air d'avoir été passés par ses mains. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas fait entrer. Maman. Michael. Nous nous sommes regardés un instant. Il semblait plus petit en quelque sorte, moins sûr de lui que je ne l'avais jamais vu. Je peux entrer, s'il te plaît? Je me suis écarté, mais je ne lui ai pas offert de café ni ne lui ai demandé de s'asseoir. Vieilles habitudes. Il se tenait dans mon salon, regardant autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois. Ses yeux se sont attardés sur les photos européennes, puis se sont déplacés vers les fleurs fraîches sur ma table. L'endroit a l'air différent. J'ai fait quelques changements. Maman, on doit parler. Je t'écoute. Il a pris une profonde inspiration. Addison et moi, on a des problèmes. Je n'ai pas répondu. Pour une fois, je n'allais pas lui faciliter la tâche en posant les bonnes questions ou en exprimant la bonne inquiétude. Elle est en colère depuis que tu es parti ce jour-là. Vraiment en colère. Au début, c'était contre toi, mais ensuite, il s'est interrompu. Ensuite quoi? Ensuite, j'ai commencé à réfléchir à ce que tu as dit, à la façon dont on te traite, et j'ai réalisé que tu avais raison. L'aveu semblait lui coûter quelque chose. Il s'est assis lourdement sur mon canapé, les épaules affaissées. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça, maman. Je le jure. Mais c'était comme ça. Ouais, c'était comme ça. Nous sommes restés en silence un moment. Dehors, j'entendais des enfants jouer dans la cour de l'immeuble, leur voix vive de l'insouciance que j'apprenais encore à retrouver. Addison a dit que je devais choisir, a continué Michael. Entre soutenir sa version des choses ou avoir une relation avec toi. Mon cœur s'est serré. Et je lui ai dit que toute femme qui me demanderait de choisir entre elle et ma mère n'était pas quelqu'un avec qui je voulais être marié. Je l'ai fixé. Quoi? On divorce. Maman, j'ai déposé les papiers la semaine dernière. La nouvelle m'a frappé comme un coup physique. Non pas parce que j'étais dévasté. Si j'étais honnête, l'absence d'Addison dans ma vie avait été un soulagement, mais à cause de ce que cela signifiait pour Tyler, pour Michael, pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. Michael, je n'ai jamais voulu. Je sais. Ce n'est pas à propos de toi. Enfin, pas entièrement. Il a levé les yeux vers moi et j'ai vu Harold dans ses yeux un instant. Elle m'a montré qui elle était vraiment quand elle t'a attaqué en ligne. La femme que j'ai épousée n'aurait pas fait ça. Ou peut-être qu'elle l'aurait fait et que je n'ai juste jamais voulu le voir. Et Tyler? Garde partagée. Il sera avec moi la moitié du temps. Les expressions de Michael se sont adoucies. Il a demandé de tes nouvelles, de ton voyage. Il veut voir ces photos que tu as postées.
Il est le bienvenu à tout moment. C'est en fait pour ça que je suis là. Michael s'est avancé sur le canapé. Je veux te demander quelque chose, mais je veux que tu saches que tu peux dire non. Je comprendrai si tu dis non. J'ai haussé un sourcil. Tyler et moi avons besoin d'un endroit où rester pendant que la maison se vend et que je décide de la suite. Addison la garde temporairement, mais je ne peux de toute façon pas me permettre l'hypothèque seule. Il a pris une profonde inspiration. Je me demandais si on pouvait louer ta chambre d'amis pour quelques mois. Je te paierai un vrai loyer, au prix du marché, et j'aiderai avec les courses et les charges, des partenaires égaux, pas toi qui t'occupes de nous. La demande est restée en suspens entre nous. Il y a 3 mois, j'aurais dit oui immédiatement. J'aurais déplacé des montagnes pour aider mon fils en crise. Maintenant, je me suis surprise à réellement considérer les implications. À quoi cela ressemblerait-il au quotidien? Il a semblé surpris par la question. Que veux-tu dire? Je veux dire, quelles sont tes attentes? T'attendrais-tu à ce que je garde Tyler pendant que tu travailles? Que je prépare le dîner tous les soirs, que je nettoie après vous deux? Le visage de Michael est devenu rouge. Non. Mon Dieu, non. Maman, j'ai 38 ans. Je peux m'occuper de moi et de mon fils. Je demande à louer une chambre, pas à ce que tu sois notre femme de ménage. Et si Tyler tombe malade et a besoin que quelqu'un reste à la maison avec lui? Je prends un congé ou je trouve une babysitter. Tu es sa grand-mère, pas son parent de secours. J'ai étudié son visage, cherchant des signes du droit qui avaient caractérisé notre relation si longtemps. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Un respect sincère. Et Addison? Viendrait-elle ici pour chercher Tyler? Je m'occuperai de tout ça. Elle n'aura pas besoin d'interagir avec toi du tout. J'ai hoché la tête lentement. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Il s'est levé pour partir, puis s'est arrêté à la porte. Maman, je suis désolé pour tout. Pour t'avoir prise pour acquise, pour avoir laissé Addison te traiter comme elle l'a fait, pour ne pas avoir vu à quel point tu te sacrifiais pour nous. Je suis désolé qu'il ait fallu que je perde mon mariage pour le comprendre, mais je suis content de l'avoir compris. Après son départ, je me suis assise dans le fauteuil d'Harold près de la fenêtre, regardant la lumière de l'après-midi s'estomper sur la cour. L'ancienne moi l'aurait rappelé immédiatement, l'aurait assuré que bien sûr, lui et Tyler pouvaient rester, aurait commencé à réorganiser mentalement ma vie pour accommoder la leur. Au lieu de cela, je me suis préparé une tasse de thé et j'y ai vraiment réfléchi. Avoir Tyler près de moi serait merveilleux. Son bavardage joyeux, ses questions sans fin surtout, la façon dont il s'endormait encore parfois contre mon épaule pendant les soirées cinéma m'avait manqué. Et Michael, pour la première fois depuis des années, il s'approchait de moi en égal, demandant de l'aide au lieu de la supposer. Mais j'avais travaillé dur pour retrouver mon indépendance. Étais-je prête à partager à nouveau mon espace, même temporairement? J'ai appelé ma sœur, Linda, ce soir-là, ce que je faisais rarement. Diane, tout va bien? Tout va bien. Je voulais juste parler. Je lui ai parlé de la demande de Michael, du divorce, de la nouvelle dynamique entre nous. Que penses-tu que je devrais faire? Linda est restée silencieuse un moment. Honnêtement, il y a 1 an, je t'aurais dit de fuir. Tu as toujours été trop généreuse avec ce garçon, et il en a profité. Mais la façon dont tu as décrit cette conversation, on dirait qu'il a enfin grandi. Alors, tu penses que je devrais dire oui? Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste, pas ce qui semble juste pour Michael ou pour Tyler ou pour qui que ce soit d'autre. Qu'est-ce qui semble juste pour Diane? Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, pensant à la question. Qu'est-ce qui me semblait juste? La réponse, quand elle est venue, m'a surprise par sa clarté. 2 jours plus tard, Michael est revenu pour ma réponse. Cette fois, je l'ai invité à s'asseoir à ma table de cuisine, et je nous ai préparé du café à tous les deux. J'ai réfléchi à ta demande, ai-je dit. Et je suis prête à essayer. Avec des conditions. L'espoir a vacillé dans ses yeux. Quelles conditions? J'ai sorti un morceau de papier où j'avais tout écrit. Premièrement, c'est un contrat de location entre adultes. Tu me paies $800 par mois, ce qui inclut les charges. Tu achètes tes propres courses et prépares tes propres repas, bien que tu sois le bienvenu pour dîner avec moi si tu le demandes à l'avance.
Il a hoché la tête. Deuxièmement, je ne suis pas la gardienne de Tyler. Je suis heureuse de passer du temps avec mon petit-fils, mais ça doit être parce que je le veux, pas parce que tu as besoin de moi. Compris. Troisièmement, tu entretiens les parties communes. Tu fais ta propre lessive. Tu nettoies après toi et tu apprends à Tyler à faire de même. Bien sûr. Quatrièmement, cet arrangement est au mois. L'un ou l'autre peut y mettre fin avec un préavis de 2 semaines si ça ne fonctionne pas, c'est juste. J'ai levé les yeux de ma liste. Et cinquièmement, si Addison vient un jour dans cet appartement et me manque de respect, vous partez immédiatement. Je ne serai pas attaqué dans ma propre maison. La mâchoire de Michael s'est crispée. Elle ne sera pas un problème. Fais en sorte qu'elle ne le soit pas, il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Merci, maman. Tu nous sauves la vie. Non, ai-je dit fermement. Je t'offre un arrangement de location équitable. Vous sauvez vos propres vies. Il a souri. Et pour la première fois depuis des années, ça avait l'air sincère. Quand pouvons-nous emménager? Le week-end prochain. Ce soir-là, j'ai appelé Tyler directement. Il a répondu à la deuxième sonnerie, à bout de souffle d'excitation. Grand-mère Diane, papa m'a dit qu'on allait vivre avec toi pendant un petit moment. Oui. Tu es content? Tellement content. Je peux voir toutes tes photos d'Europe? Et tu peux m'apprendre quelques mots d'espagnol? Et on peut cuisiner ensemble parfois? Son enthousiasme était contagieux. On peut faire tout ça. Grand-mère? Oui, mon chéri. Je suis désolé que maman ait été méchante avec toi sur Facebook. Papa me l'a expliqué. Ce n'était pas gentil. Ma gorge s'est serrée. Merci, Tyler. Ça compte beaucoup pour moi. Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi, bébé. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement silencieux, regardant l'espace qui serait bientôt rempli à nouveau des sons de la famille. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, je ne disparaîtrai pas dans leurs besoins. Je ne me rétrécirai pas pour répondre à leurs attentes. Cette fois, je resterai entière. 6 mois plus tard, Michael et Tyler ont emménagé dans leur propre appartement de l'autre côté de la ville. Notre arrangement de vie avait fonctionné à merveille, basé sur le respect mutuel et l'affection sincère au lieu de l'obligation et de la culpabilité. Tyler venait toujours tous les dimanches pour nos leçons de cuisine, et Michael appelait régulièrement juste pour parler. J'ai continué à voyager, pas de grands tours européens, mais des week-ends dans des endroits que j'avais toujours voulu voir. J'ai pris un cours de céramique et j'ai rejoint un club de lecture. Je suis sorti avec un veuf gentil nommé Frank, qui me traitait comme si je valais son temps et son attention. Et chaque matin, je me réveillais dans mon propre espace, entouré de la vie que j'avais choisie pour moi. Certains jours, les dessins de Tyler étaient accrochés à mon réfrigérateur, preuve de l'amour que nous partagions. D'autres jours, des fleurs fraîches remplissaient mes vases, preuve de l'amour que j'avais appris à me donner. La femme invisible était partie. À sa place se trouvait quelqu'un dont j'étais fier. Maintenant, je suis curieuse de vous qui avez écouté mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.